chers amis, bonjour, que vous soyez présents parmi nous au Campus Cyber ou en distance grâce à notre webinaire. Eh bien, soyez les bienvenus à cette manifestation de rentrée du FIC. Vous savez, le FIC, ce n'est pas simplement le grand événement de Lille qui a lieu cette année, qui a eu lieu cette année en juin, et que se reportera l'année prochaine au mois d'avril. Le FIC, c'est toute l'année une animation, toute l'année des activités. Aujourd'hui, nous allons parler du risque cyber, de son assurance. Dans quelques jours, le 20 octobre, nous parlerons des technologies de la déception. Et nous aurons bien sûr le 26 octobre l'Agora du FIC avec un certain nombre de parlementaires. En attendant, début novembre, le FIC Nord-Amérique à Montréal, puisque pour la première fois cette année, eh bien, toute l'équipe FIC se transporte outre-Atlantique et pour rayonner davantage, notamment vis-à-vis des États-Unis. Voilà, donc soyez les bienvenus et je remercie toute l'équipe FIC qui a préparé cet atelier, cette présentation, ce petit déjeuner sur l'assurance cyber. Vaste sujet, très à la mode, hélas, à cause des risques, et non seulement des risques, mais de la réalité de ce que subissent beaucoup d'entreprises ou des hôpitaux ou d'autres personnes morales. Et puis, sujet aussi d'actualité à la suite du rapport de la direction du Trésor, sujet d'actualité avec les dispositions de la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur qui incorpore justement quelques modifications en ce sens. Donc c'est un sujet vraiment passionnant et je remercie les intervenantes et intervenants qui ont été rassemblés par Amélie. Amélie qui, comme d'habitude, va animer ce petit déjeuner avec talent, brio et je la remercie et sans plus attendre, je lui passe le flambeau. Merci beaucoup, Général, pour cette introduction. Alors, on va effectivement aujourd'hui évoquer le sujet de l'assurance cyber avec donc nos 4 invités. Quentin Guérino de la DG Trésor, Didier Bazocchi, vous étiez ancien DG de MMA, Michel Juvin, ancien CISO, membre du Césin et expert cybersécurité, et Julia Popper, responsable cybersécurité chez Marche, donc courtier. Voilà, donc on va aborder ce sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et peut-être avant de commencer ce débat sur l'assurabilité du risque cyber, peut-être revenir un petit peu aux fondamentaux, d'abord sur le risque cyber et ensuite sur la question de l'assurabilité. Alors d'abord, finalement, qu'est-ce qu'un risque assurable, Didier? Qu'est-ce que c'est que ce concept d'assurabilité d'un risque? Bonjour Amélie, je sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Amélie, bonjour mesdames et messieurs. C'est un peu difficile de commencer par la théorie de l'assurance le matin à 9 heures. J'espère que je ne vais pas vous faire fuir. Pour les assureurs, le risque cyber est un risque qui présente des caractéristiques a priori de non-assurabilité. Alors, je pose le problème de manière un peu crue. Ma collègue courtière va dire le contraire. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, l'assurance est une activité de marché et donc une demande doit rencontrer une offre. Alors, cette demande, elle doit être consciente du besoin de s'assurer, elle doit considérer que le risque qu'elle porte elle-même, donc l'entreprise ou le particulier, est suffisamment important pour que ça vaille le coup de payer une prime. Il faut qu'elle accepte de payer une prime qui soit supportable par elle. Et inversement, du côté de l'assureur, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions techniques sur lesquelles je reviendrai, qui soient satisfaites pour dire je vais accepter ce risque, je vais accepter qu'on me transfère ce risque. Bon. Et du côté de l'assureur, il y a des considérations qui sont traditionnellement des considérations juridiques, évidemment, il y a un cadre légal qui est très précis, mais aussi des considérations mathématiques, actuarielles, pour qu'un risque soit supportable, bah, il faut qu'on sache le modéliser, il faut qu'en général il soit fini, il faut qu'il soit prévisible, et il faut que, au fond, le l'intensité et l'aléa du risque soient identifiables et raisonnables. Alors, prendre un exemple concret, pour l'instant pas dans le cyber, pas dans le débat tout de suite. Les récoltes. Euh, il y a assez longtemps, beaucoup d'agriculteurs ne s'assuraient pas parce qu'ils considéraient qu'ils pouvaient porter sur leurs biens propres une mauvaise saison. Et l'assurance, comme peu s'assuraient, était assez coûteuse puisque les quelques-uns qui s'assuraient, évidemment,
payaient la prime pour les quelques sinistres, mais vous voyez, il n'y avait pas de distribution, il n'y avait pas de mutualisation du risque, il n'y avait pas de distribution du risque. Depuis la crise climatique, le risque agricole est devenu, le risque récolte très précisément, est devenu un risque difficilement assurable sur la loi du marché, puisque comme évidemment il y a des phénomènes réguliers, fréquents et de forte intensité, eh ben, le coût du risque ne devient pas supportable par le marché. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a évidemment un risque de ruine pour les agriculteurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'État s'en mêle et propose des solutions et trouve des solutions. Il y a des solutions parfois de cofinancement. C'est le cas sur les catastrophes naturelles, par exemple. Il y a des solutions qui peuvent être une obligation d'assurance sur un spectre beaucoup plus large. Hein. C'est-à-dire qu'on dilue le montant de la prime sur une population beaucoup plus large. Si je prends l'automobile, un accident d'automobile, ça peut coûter 10 millions d'euros quand malheureusement il y a un sinistre corporel grave. Eh ben, ce sont des dizaines de milliers de primes individuelles qui payent ça. Vous voyez que pour qu'un risque soit assurable, il faut pouvoir distribuer le coût du risque sur un grand nombre de personnes. Donc, quand ces conditions ne sont pas satisfaites, quand on ne sait pas calculer le risque, quand on ne sait pas modéliser le risque, l'assureur a du mal à y aller. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le cas de manière importante, mais on aura débat là-dessus, du risque cyber. On ne sait pas encore bien le modéliser, on ne sait pas s'il est fini ou pas. Si un État nous attaque, un État étranger mène une attaque contre la France ou des collectivités locales de manière massive, comment on calcule le risque? Donc voilà, donc tout ça, c'est sur la table. Et donc, il faut trouver des solutions pour ça. Et bien entendu, si on applique ça aux entreprises, il y a plein de choses à faire pour prévenir le risque et le porter dans le monde des entreprises, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Absolument, on va en parler. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Alors, l'autre peut-être concept de base dont on a besoin pour comprendre la suite des débats va peut-être être la notion du risque cyber. Michel, je sais quand on a d'autres travaux qu'on avait fait ensemble, vous avez catégorisé le risque, il me semble, en 5 types de risques cyber qui peuvent être un petit peu une sorte de typologie. Oui, bonjour, je vais essayer de résumer ça. D'abord, dans le risque cyber, l'objectif, pour nous, experts cybersécurité, c'est de réduire ce risque au maximum. Comme, vous l'avez laissé entendre, c'est le plus important. D'abord, on a des risques sur les employés, on a des risques sur les données, on a des risques sur les partenaires. Ça, c'est un type de risque qui est adressé. On a majoritairement aujourd'hui des risques financiers parce qu'on voit effectivement une attaque assez forte, en termes de ransomware, mais aussi sur la réputation et sur la confiance, mais aussi sur la propriété intellectuelle, et là aussi, c'est des points qui sont cruciaux pour nous. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces risques, si on veut les qualifier, en fait, on s'aperçoit que, heu, c'est souvent un risque qui est lié à une faiblesse de procédure, une faiblesse de solutions internes mises en place, une faiblesse aussi, ou une mauvaise qualité des logiciels qu'on utilise. Et là, c'est vrai, à partir de ce type de risque, je ne vais pas faire écho à ce qui s'est dit il y a pas très longtemps sur la vulnérabilité logicielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas beaucoup, comment dirais-je, de solutions autres que d'utiliser ces grands logiciels qu'on utilise qui sont malheureusement excessivement vulnérables. Donc, si vous voulez qualifier le risque, hein, je vais réduire à 3 grands axes. Le premier, c'est qu'est-ce qui est ciblé en fait? Pourquoi c'est ciblé? Qu'est-ce qui est ciblé? Ce sont les données. Pourquoi c'est ciblé? Bah, majoritairement pour des gains financiers et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à répondre correctement à ces risques? Bah, c'est essentiellement parce qu'on n'est pas assez bon pour réduire ces risques. Et justement, ce risque-là, vous l'avez qualifié, mais comment on le quantifie? Comment essayer d'évaluer le risque? Parce que le problème de l'assurance, vous l'avez un petit peu mentionné, mais c'est de pouvoir un petit peu évaluer le risque qu'on va couvrir. Comment on quantifie ce risque? Est-ce qu'on peut? Alors, on peut toujours l'évaluer, hein. On peut l'évaluer a posteriori. Le mieux, c'est quand même de l'évaluer avant et en tout cas, dans le cadre de, définir quel budget est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir réduire un risque, bah, le mieux, c'est de réussir à l'évaluer. Il y a plusieurs méthodes pour tenter de l'évaluer, il y a des formules mathématiques, il y a voir ce qui s'est passé chez, des attaques précédentes. Par exemple, un tel, a eu, une entreprise un peu similaire à la sienne a eu une attaque et ça lui a coûté combien in fine? Il y a un retour d'expérience qui nous permet de valoriser ce risque. Alors,
pour autant, on n'a pas autant de budget que ça pour pouvoir réduire les risques, mais c'est un peu une approche qui fait du sens. Et puis après, on peut très bien dire, voilà le plan d'action que je dois mettre en place, voilà quelles sont les ressources que je dois mobiliser en interne, en externe, et ça nous donne la valeur du risque qui est à couvrir. Si on voulait regarder aussi d'autres types de risques, comme par exemple le risque de perte de propriété intellectuelle ou le risque de réputation, c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce qu'en fait, c'est une progression de l'entreprise qui va utiliser sa propriété intellectuelle, valoriser le coût de la recherche et développement, c'est assez complexe à valoriser. On peut donner des chiffres comme ça qui sont à la hauteur de la vie de l'entreprise. Et il existe aussi des... Ah, Julia, vous vouliez compléter? Non. Il existe aussi des solutions qui permettent justement comment dire, de quantifier le risque cyber aujourd'hui de plus en plus. Est-ce que c'est des solutions éventuellement que vous utilisez? Oui, bien sûr, il y a des fournisseurs de services, alors je ne sais pas si je peux les citer, mais qui vous proposent des solutions comme Citalit, par exemple, qui propose un mécanisme d'analyse de risque qui est vraiment adapté en fait à l'environnement. Vous avez d'autres fournisseurs qui vous permettent effectivement de valoriser vos risques et aussi, par exemple, de pouvoir communiquer vis-à-vis de la direction générale sur l'amplitude de l'effort qu'il faut faire pour réduire les risques parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on est attaqué, le coût est encore supérieur. Quentin, est-ce que vous vouliez peut-être compléter sur la question auquel vient de répondre? Bonjour, bonjour à tous. De notre côté, c'est vrai évidemment, le risque qui pèse sur la cybersécurité, notamment le risque de cyberattaque ou de corruption des données, c'est un risque qui est central dans le rapport notamment qu'on a rédigé. Après, on en a une exception aussi plus large dans ce que nous on a fait, puisqu'on a une exception des risques cyber qui prend les risques liés à la négligence, les risques physiques aussi, le risque cyber qui se réalise suite à la réalisation d'un aléa physique. Donc, typiquement un incendie ou des choses comme ça. Donc, on en avait une exception qui fait que ça touche toute l'assurance, en réalité, avec des enjeux d'assurabilité qui sont très différents. Puisque, évidemment, sur un risque d'incendie pour des personnes, par exemple, c'est d'assurance habitation, c'est quelque chose qui est bien connu, etc. Donc là, on a plus des questions de clarification des couvertures que des questions d'assurabilité. Ensuite, il y a le sujet, évidemment, des cyberattaques, sur lequel, mais vous l'avez dit, le sujet de la donnée est tout à fait important et en fait essentiel parce que c'est les données qui permettent aux assureurs de juger de l'assurabilité ex ante et puis qui permettent aussi de calculer la prime en sachant quelle est à la fois la probabilité de cyberattaque et puis la préparation de l'entreprise contre ces cyberattaques. Et là-dessus, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau État, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. C'est très compliqué d'en avoir et notamment parce que, vous en parliez, le risque de réputation, il pèse pas qu'au niveau de l'attaque, il pèse aussi au moment où les gens veulent reporter l'attaque. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise, j'ai été victime d'une cyberattaque, je veux pas faire état de cette faiblesse auprès du marché et donc les données remontent assez peu en réalité. Et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels aussi on veut beaucoup avancer pour avoir la meilleure vision possible de ce qu'est le risque cyber qu'on connaît en fait assez mal. On voit bien que sur une grande partie du spectre, on connaît, c'est les risques un peu de négligence ou physique, mais sur la partie notamment liée à la cybersécurité, on connaît beaucoup moins. Merci pour ces précisions. Effectivement, on voit bien qu'il y a d'une part effectivement un risque qu'on sait en partie évaluer, mais justement pas complètement. Qu'en même temps, on est quand même dans une zone un petit peu difficile à bien évaluer. Et finalement, le marché de l'assurance est encore assez jeune. Enfin, le marché de l'assurance cyber est encore assez jeune. Et pourtant, on a l'impression qu'il est déjà un petit peu en crise avec certains assureurs qui finalement se désengagent un petit peu, certaines entreprises qui sont déçues et qui n'ont pas forcément tout recours à leur assurance quand elles se font attaquer. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation finalement de crise alors que c'est un marché encore tout jeune? Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que l'assurance cyber, c'est un marché qui est jeune, ça a 10, 12, 15 ans à peu près, par rapport à des assurances dommages ou maritimes qui ont des siècles. Donc c'est effectivement un marché qui se cherche encore. On peut faire le parallèle avec un adolescent qui a 12-15 ans. C'est la première crise du marché de l'assurance cyber qu'on a traversée. Les acteurs sont toujours là. Il n'y a pas eu d'assureurs qui se sont désengagés. Il y a des assureurs qui ont baissé leur capacité. Mais effectivement, je pense que pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment, ce qui est compliqué pour un assureur sur ce risque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur les données. Il y a un risque qui est protéiforme et qui évolue en fait.
les ransomware, il y a toujours des attaques différentes, plus complexes. Donc, ce n'est pas un risque qui est stable dans le temps. On avait aussi une incertitude sur certains pans de l'assurabilité. On en parlera tout à l'heure. Hein, donc, ça, c'était un point aussi qui était un peu une zone grise. Donc, on est dans la première crise. On vient de traverser la première crise de l'assurance cyber, mais les assureurs sont toujours là. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un produit qui paye en pratique. D'accord ? Donc, vous disiez tout à l'heure, c'est difficilement quantifiable, c'est difficilement assurable. La cyberassurance, ça assure l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de la donnée. D'accord ? Donc, quand il y a une attaque souvent malveillante, hein, dans les dossiers sinistres qu'on voit et qu'on règle, hein, nous, on a géré à peu près 200 incidents cyber depuis 2016, d'accord ? Il y a 85% qui sont du malveillant. Et en fait, qu'est-ce que les assureurs indemnisent derrière ? C'est essentiellement des frais de reconstitution de systèmes d'information et de la perte d'exploitation. D'accord ? Donc, tout ça, c'est effectivement assurable. La crise, quand vous parlez de crise, c'est une crise surtout au niveau de la tarification, d'accord ? Et des niveaux de rétention. Donc oui, ça a été compliqué pour les clients qui étaient assurés dans les 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que les assureurs payaient plus de sinistres qu'ils encaissaient de primes. D'accord ? Donc là, on revient au niveau global, hein, à l'équilibre. Donc on attend effectivement un marché qui se stabilise. Mais oui, première crise du marché de l'assurance cyber, mais les assureurs sont là pour accompagner les clients dans la gestion d'un incident qui est effectivement anxiogène et compliqué pour une entreprise. Oui, c'est ce que je crois que c'est ce que disait aussi un petit peu l'étude de l'AMRAIL, hein, qui montrait un petit peu ce rééquilibrage, voilà, une situation qui se stabilisait un petit peu. Et alors justement, vous l'évoquiez rapidement, mais concrètement, qu'est-ce que ça couvre, une assurance cyber ? Écoutez, ça couvre, il y a 3 volets. Hein. On va voir que selon la typologie de l'entreprise, c'est pas forcément le même volet de l'assurance qui va être intéressant. Il faut pas oublier qu'en plus du mécanisme classique d'assurance, il y a une brique assistance dans la police cyber. D'accord ? Donc, l'entreprise qui est victime d'une attaque bénéficie d'un numéro d'appel 24/7 où effectivement, ils ont un assisteur qui va prendre en charge et qui va mettre à disposition des forensiques, hein, pour investiguer sur l'origine de l'attaque, des avocats qui vont pouvoir conseiller le cas échéant, par exemple, sur y a-t-il eu un breach d'une donnée sur la vie privée dans un pays, quand on a des clients qui sont dans plusieurs pays. Et puis, on a aussi des cellules qui vont aider à la gestion de la crise, que ce soit au niveau relations publiques. Voilà, donc globalement, tout ça, ça va être couvert dans les polices d'assurance cyber. Selon les segments, les entreprises ont plus ou moins besoin de ces garanties-là. Donc, sur les plus petites entreprises, la brique assistante est clé parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui savent pas comment réagir. Et nous, on est aux premières heures. Hein. Moi, j'ai des clients au téléphone. Hein. On a des DG qui nous disent, voilà, la boîte est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on les aide à gérer ça. Sur le haut de segment, hein, sur les grandes entreprises, ils n'ont pas attendu les assureurs cyber pour s'équiper en gestion de crise et en cellules de gestion d'incidents. Néanmoins, sur ces grandes entreprises, on va aller chercher plutôt de l'intensité, donc de la capacité, hein, plusieurs centaines de millions d'euros de capacité pour couvrir un incident de sévérité. Merci beaucoup, mais je crois que vous vouliez réagir, oui. Oui, un tout petit peu. Je voudrais en profiter parce que vous avez utilisé un mot qui, moi, me convient pas. Vous avez parlé de transférer un risque. Et c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme parce qu'en fait, le risque, quand nous, on essaye de trouver la route cause, l'origine du risque, c'est là où on va effectivement réduire le risque et c'est là où on va essayer de le réduire au maximum de façon à ce qu'in fine, eh bien, il soit acceptable. Le transférer, c'est pas le bon. C'est une couverture financière uniquement. Ça ne corrige pas le fond du problème. Et ça, c'est un point important et il faut éviter de parler, surtout aux directions financières qui adorent ça. « Oh, on va vous transférer le risque, c'est bon, vous allez pouvoir équilibrer votre balance entre vos risques et qu'est-ce que vous mettez en face ? Je vais mettre une assurance, allez transférer le risque. » Non, non, c'est pas vrai. C'est juste une couverture financière. Le fond du travail, comme vous l'avez dit, il reste à faire. C'est-à-dire qu'il faut corriger et il faut surtout, ça c'est après coup, mais il faut surtout, avant, réussir à réduire correctement le risque pour qu'il reste acceptable. Permettez-moi de répondre. Je suis pas d'accord, mais bon. Pourquoi ? Parce que
c'est un terme traditionnel de dire qu'on transfère du risque, mais c'est pas un transfert aveugle. C'est-à-dire que le rôle de l'assureur, c'est de prendre un risque qu'une partie prenante, un particulier ou l'entreprise ne veut pas supporter partiellement ou intégralement, parce que sinon il n'a pas besoin d'assurance. Si je considère que je peux, en tant qu'entreprise, porter mon risque moi-même, dès lors que je n'ai pas d'obligation d'assurance, je ne m'assure pas. Ça me coûte. Bon, ça peut être une option sur certains risques, quoi. Donc si je décide je réutilise ce mot, mais je vais l'expliquer, de le transférer à un assureur, c'est évidemment pas de manière aveugle, évidemment. Et d'ailleurs, je mets en place simultanément un certain nombre de conditions techniques précises, de prévention, de surveillance, d'accompagnement. Et ça ne vaut pas que pour le cyber. Quand on assure du risque industriel, on met dans le contrat des choses très précises sur la nature des mesures de sécurité, de prévention, d'accompagnement qui doivent être gérées. Et donc ça, c'est le cœur du métier de l'assurance, qui est de gérer du risque. Gérer le risque parce qu'on accepte un risque, ça consiste à le prévenir, ça consiste à en prendre en général qu'une partie, d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois des franchises et des limites de garantie dans les contrats d'entreprise, hein. Mais vous voyez, alors le mot transfert peut vous choquer, mais en réalité, et je comprends que ça puisse induire certains en erreur, en réalité, c'est quand même la réalité, enfin, c'est quand même la réalité économique. C'est qu'on va se substituer totalement ou partiellement à l'entreprise sur ce sujet, et simplement, ça ne se fait pas de manière uniquement calculatoire, ça se fait par un ensemble de mesures techniques et de prévention et d'accompagnement. Oui, excusez-moi, mais les mesures techniques et de prévention, c'est nous qui les mettons en œuvre. C'est pas l'assureur. En cyber, oui, mais pas dans d'autres risques, je peux vous dire. Ah mais moi, je vous parle de cyber. Ouais, Je veux non, dire, mais... n'utilisez pas le terme vis-à-vis des directions financières, on va transférer le risque, vous inquiétez pas. Non, mais d'accord, Non, mais c'est un abus de langage mon qui intro est était... compliqué pour nous parce que, en fait, nous, en matière d'experts cybersécurité, on a souvent du mal, en fait, à accéder aux directions financières pour parler d'investissement et les convaincre qu'il faut réduire le risque. Et vous arrivez dans un pôle, dans un mécanisme directement aux directions financières en disant: «Vous inquiétez pas, on transfère le risque». Non, non, c'est juste une couverture financière. Alors, Le reste du travail est à faire. si je peux me permettre, je pense que on a le droit d'être pas d'accord. Néanmoins, je pense que l'assurance n'est pas là pour se substituer à la cybersécurité. D'accord? Et voilà, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc, évidemment, la société doit investir en cybersécurité pour avoir une maturité suffisante. L'assurance, c'est ensuite, j'allais dire la cerise sur le gâteau, ça va être répété, amplifié, mais voilà, l'assurance, elle n'est pas là pour se substituer. Elle peut même, dans certains cas, aider à prendre conscience. Nous, on a des clients hein, sur plutôt les petites entreprises. On les aide à mettre le doigt sur des mesures de prévention qui peuvent sembler basiques pour d'autres sociétés, mais du multi-factor authentication, de l'EDR, voilà. Et en fait, il y a certaines sociétés, des DSI, qui nous disent effectivement, on va investir d'abord là-dedans et ensuite, effectivement, on va transférer à l'assurance, mais c'est complémentaire. Je pense que Et sans vouloir préempter ce qu'on va dire ensuite, puisque là, on soulève un sujet qui, je pense, va être évoqué dans la suite de la table ronde. Ce qu'on pense aussi, c'est que l'assureur, il va arriver avec son prix, qui va dépendre du niveau de sécurité de l'entreprise. Et en fait, ça va être un bon moyen aussi de réveiller toute la direction générale sur le niveau de cybersécurité. Enfin, je pense que l'avantage, c'est qu'il y a un signal prix aussi qui peut être donné par l'assureur, qui peut dire, voilà, votre système de cybersécurité, il est tel que l'assurance, ça coûte ça. Et donc, elle n'est pas atteignable. Et donc, il faut que vous améliorez votre cybersécurité. Nous, on pense qu'il y a vraiment aussi ça permet de mettre vraiment quelque chose de très à plat et financier sur le niveau de cybersécurité de l'entreprise, outre les mécaniques de mutualisation, bien sûr, qui marchent par ailleurs. Mais je crois vraiment que la présence de l'assureur peut faire aussi réagir les directions financières qui vont tout de suite être plus d'accord avec les DSI qu'elles ne l'étaient. Oui, enfin, moi là-dessus, je crois qu'on a un désaccord sur le mot, mais je pense qu'on dit fondamentalement la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, ça vaut pour tous les risques industriels et ça vaut y compris pour les risques cyber dans les entreprises. Un assureur ne porte pas du risque à caractère industriel pour une entreprise sans avoir pris un certain nombre de mesures de nature technique pour limiter ce risque, à éviter ce risque. C'est le cœur de son métier. Vous voyez. Donc, après, il y a des sujets de gouvernance dans les entreprises, parce que ça concerne, qui sont des sujets de priorisation de l'investissement. Il faut évidemment, et d'ailleurs, peut-être Julia pourra en parler, mais dans les contrats du marché aujourd'hui les plus
plus connus, les plus importants, il y a des mesures très claires de diagnostic et de prévention qui sont requises. Donc, il est bien évident, j'insiste là-dessus, que l'assureur n'a pas du tout, et c'est ce que disait Quentin également, l'assureur n'a pas vocation, n'a pas intérêt à prendre un risque sans que les conditions de diagnostic et de prévention n'aient été prises. D'ailleurs, il ne le prendra pas, parce que c'est un trop mauvais risque. Donc, c'est évident qu'en amont, il faut du diagnostic, et c'est en effet la suite de la conférence, mais il faut du diagnostic, il faut de la prévention, il faut des agents de détection d'anomalies sur les systèmes d'information, il faut tout ça, évidemment. Je disais que c'était notre métier et peut-être pas trop le vôtre. Ah mais, attendez, on prétend pas que ce soit le nôtre. Hein. Nous, on s'appuie, on prétend pas que ce soit le nôtre. C'est bien pour ça que le mot de transfert a du sens, d'ailleurs. C'est que nous, pour pouvoir porter un risque et l'assurer, il faut qu'on s'appuie sur des opérateurs techniques spécialisés qui vont faire le diagnostic, la prévention et le contrôle. C'est pas notre métier. C'est le métier de boîtes spécialisées qui sont des boîtes technologiques qui sont les vôtres. Je suis d'accord là-dessus. Et nous, les courtiers, on représente les clients. Hein. Nous, notre métier, c'est pas d'être des experts en cybersécurité, c'est de comprendre suffisamment là où la société en est sur sa roadmap de cybersécurité pour pouvoir transférer ce risque le mieux possible à l'assureur. Donc, en fait, on a des métiers qui sont différents et on est complémentaires, à mon sens. Surtout sur les petites entreprises, et là je rebondis sur ce que vous disiez, où là je reconnais qu'effectivement, souvent elles n'ont pas accès en fait à tout l'écosystème de protection qu'elles doivent mettre en place. Et là je reviens sur ce que je dis, en comme quoi la cyberassurance c'est pas nécessaire. Je dis pour les petites entreprises, ça peut être le moyen d'accéder à des informations qu'elles n'ont pas et prendre conscience du risque. Et alors justement, peut-être pour revenir, vous suggériez que vous en parliez, Julia, sur ce que couvrent en gros les grands contrats, enfin des exemples en tout cas de contrats, sans forcément les nommer, mais voilà, pour qu'on ait une idée concrètement. Donc, nous, on a géré 200 incidents depuis 2016, hein, d'accord. 85%, c'est 80% du malveillant. Qu'est-ce qu'on couvre là-dedans, il y a à peu près 80% qui sont des pertes d'exploitation et des frais de reconstitution, d'accord. Donc, la société se retrouve avec des systèmes d'information bloqués et elle ne peut pas continuer son activité, d'accord. Donc, c'est de la perte de marge brute, hein, c'est assez simple comme calcul, mais si une société, il y a des exemples publics hein, dans la presse, on n'en citera pas aujourd'hui, mais regardez des gros groupes industriels quand il y a un arrêt de chiffre d'affaires de production pendant 15 jours ou 3 semaines, voilà, et ça, ce sont des choses qui sont remboursées par les assureurs cyber. Et quels sont vous parliez justement de sortes de garantie, je sais que le mot est, mais d'obligations justement de cybersécurité avant d'assurer un client. Alors, les obligations, en fait, les assureurs voient que c'est pas une question de savoir si la société va avoir un ransomware, c'est quand ça va arriver, d'accord? Parce que toutes les sociétés aujourd'hui ont des incidents, d'accord? Donc, le but, c'est que la société apprenne à détecter des attaques, d'accord? À les prévenir, et puis, si l'attaque survient, à la gérer avec un rétablissement de l'activité le plus rapidement possible. D'accord. Donc, il y a nous, on appelle ça des points de contrôle, d'accord, donc qui sont assez simples hein, et qui sont basés sur ces axes-là, hein, la détection, la prévention et puis le rétablissement de l'activité. Et selon les assureurs, ils ont certains prérequis qui sont différents. Globalement, ça tourne beaucoup autour de ce qu'on disait tout à l'heure, mais là, je repasserai la parole à l'expert. On parle de multifactor authentication, on parle de EDR qui doit être déployé sur tous les systèmes, on parle de toutes les mesures de prévention qui sont finalement assez simples, mais qui font que la survenance de l'attaque sera moins fréquente. On voit aussi les attaques plus systémiques, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'assurer ce risque-là. Quand on a une faille sur un logiciel et que les pirates s'introduisent par ce logiciel, c'est une multitude de clients qui va être touchée en fait. Quand il y a un patching qui n'a pas été fait en temps et en heure et que la faille arrive comme ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut transférer. Et voilà, il y a des prérequis qui sont en fait les bases de la maturité informatique d'une société, à mon sens. Je n'ai pas trop ajouté, mais c'est vrai que
euh, en matière d'analyse de risque, qui est quand même l'essence même de notre rôle, c'est identifier tous les risques qu'a l'entreprise vis-à-vis de la gestion de son information. Ce n'est pas simplement des risques techniques et des vulnérabilités logicielles, c'est aussi d'identifier comment sont les flux d'informations et quels sont ceux qui portent à risque pour l'entreprise. Après, on est revenu sur la partie de la valorisation du risque, c'est effectivement assez compliqué, mais l'idée de fond, c'est de mettre des plans d'action pour réduire ces risques. Vous avez cité des outils qui sont évidemment essentiels pour pouvoir diminuer la surface d'attaque et la capacité d'attaque en fait des attaquants, pas trop la surface, mais la capacité. Ces outils, ce sont des prérequis. Pour autant, il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas encore réussi à mettre en place ce que vous appelez un EDR, Endpoint Detection and Response, ou XDR ou MDR. Et peut-être elles auraient besoin, c'est des petites entreprises, elles auraient besoin de trouver justement cette connexion, si jamais elles sont attaquées, par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une assurance. Donc, il faut relativiser un petit peu tout ça. Notre rôle, c'est de réduire les risques. Ça, c'est le plus important. Notre rôle, c'est de réussir à convaincre le management et la direction financière surtout d'avoir le budget pour pouvoir réduire ces risques et pas le dépenser ailleurs. Pardon. Merci. Mais en fait, je crois qu'on est totalement d'accord. On disait tout à l'heure qu'il n'est pas évident pour l'assureur qu'il y ait réellement un marché solvable de la cyberassurance. Pour autant, et néanmoins, et c'est une des difficultés, il nous paraît totalement évident et indispensable qu'il faut, et c'est d'ailleurs dans le rapport du Trésor, qu'il faut favoriser la détection, enfin une sorte de généralisation, la diffusion de la détection et de la gestion du risque dans les entreprises et spécialement dans les petites. Ce n'est pas pour autant qu'en effet, il faille qu'elles s'assurent toutes. Et c'est bien le problème. C'est que si en effet il y avait un marché de l'assurance avéré, alors que ce marché nécessite des moyens techniques de prévention, ce serait assez facile. Parce que tous les réseaux de distribution d'assureurs diraient, ben voilà, je vais vous assurer, et puis je vous envoie vers les boîtes techniques qui vont préparer ça en diagnostiquant et en mettant tous les outils techniques qui sont nécessaires pour gérer le risque. Mais comme, en effet, les assureurs aujourd'hui, pour la plupart, disons-le, n'ont pas très envie d'aller sur ce marché, ce travail pédagogique ne se fait pas bien. Vous voyez, et c'est une limite. C'est une limite aujourd'hui à l'exercice, vraiment. Et c'est regrettable parce que dans l'univers spécialement, les grosses entreprises ont des RSSI, ont des systèmes qui évidemment, gèrent le risque cyber, et notamment de cyberagression de manière, on peut dire, généralisée, je pense. Mais par contre, dans la PME et la TPE, on a un vrai sujet de sensibilisation et d'appropriation de ces risques aujourd'hui, me semble-t-il. Si je peux me permettre, vous dites si, il y a un marché d'assurance. Aujourd'hui, il y a un marché d'assurance cyber. Alors, il n'est pas tout petit. Il n'est pas tout petit et il n'est pas que français. Hein. On a un marché d'assurance qui est global. Hein. Nous, on réussit sur certains gros comptes, hein, plutôt des comptes de secteur, à mettre plusieurs centaines de millions ensemble pour apporter des capacités. Donc, c'est un marché qui est encore petit. C'est 3% des primes de l'assurance dommage. Hein. D'accord ? Donc, en France, on peut donner des chiffres, hein, parce que là, on parle de chiffres sans donner des chiffres, mais le marché de l'assurance cyber en France, c'est à peu près 220 millions d'euros de primes, d'accord, aujourd'hui, et qui est en croissance. Hein. Quand on lit les prévisions des réassureurs, notamment, c'est un marché qui va décoller. Donc, il y a un marché qui est très vivant avec beaucoup d'acteurs, de plus en plus. Donc, ça, c'est super, parce que ça va remettre un peu de fluidité dans le marché pour les clients, mais la question n'est pas est-ce qu'il y a un marché ? Il y a évidemment un marché. Mais est-ce qu'il n'est pas porté par les grandes entreprises, justement ? Alors si, aujourd'hui, il est porté par les grandes entreprises parce qu'il y a à peu près 80% des primes qui sont portées par les grandes entreprises, mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Je peux vous donner quelques chiffres. Hein. Je trouve que c'est intéressant quand même d'être précis. On dit les sociétés arrêtent de s'assurer. Il n'y a plus de marché. Nous, sur un portefeuille, on va prendre au niveau de l'Europe continentale. D'accord ? Quand on a 5 clients qui décident d'arrêter de s'assurer et peut-être autant qui ne peuvent plus accéder à l'assurance parce que les prérequis ne sont pas là, ou bien que le budget est trop important pour eux, on a 500 nouveaux clients qui s'assurent. C'est ça les ordres de grandeur aujourd'hui. Hein. Alors, puisqu'on parle de chiffres, donc, je vais citer le baromètre du César, bien évidemment, que vous pouvez tous accéder puisqu'il est en accès libre. On a interrogé en fait l'ensemble de la population du César sur lorsque vous avez été attaqué, parce que évidemment, comme vous le disiez, toutes les entreprises reçoivent des attaques. Lorsque vous avez été attaqué, si vous avez une cyberassurance, est-ce que vous avez eu recours à cette cyberassurance ? La réponse est sans appel.
73% des cas, non. Non, on n'a pas eu recours à la cyberassurance. Et dans 12% des cas en plus, eh bien, ça a été compliqué. Ça veut dire que peut-être il y a des entreprises qui sont assurées, mais en fait, elles n'ont pas utilisé leur cyberassurance. Pourquoi? Parce que, potentiellement, le coût de la franchise était trop élevé, peut-être potentiellement les primes allaient augmenter parce qu'elles allaient déclarer un sinistre. Bon, bref, in fine, on s'aperçoit que la cyberassurance n'est pas si efficace que ça dans 85% des cas. C'est quand même très important. Alors vous dites que le marché augmente. Oui, c'est vrai. Lucie, le rapport qui met la lumière sur la cyberassurance, hem, présente en fait, le ratio sinistre sur prime, hein, qui est descendu en 2021 à 88%, après avoir été, assez élevé, je reconnais. 75%, les 64%, années donc précédentes. effectivement, c'était pas une bonne chose pour les assurances d'assurer. Mais pour autant, lorsqu'on analyse en détail ce rapport, on s'aperçoit qu'il y a 4 grosses failles qui ont coûté en fait, la quasi-totalité des primes qui avaient été versées globalement et que majoritairement, ce sont les petites entreprises qui vont subventionner les 4 grosses failles des grandes entreprises. Donc c'est assez compliqué à comprendre quand même, ce process. Donc, in fine, les cyberassurances, on ne l'utilise pas parce que les franchises sont trop élevées. Peut-être aussi on réfléchit avant de contracter une cyberassurance parce qu'aujourd'hui, elles ont pris conscience qu'il fallait que ça soit plus rentable. Donc elles ont monté énormément les exigences et beh, tout le monde n'a pas ce taux d'exigence. Et je reviens encore sur un petit point de détail, c'est que souvent, on a les cyberassureurs qui nous envoient un questionnaire et ils nous disent, «Est-ce que vous avez mis ça?» Et la réponse, c'est oui ou non, quoi, qu'ils nous posent. Mais c'est jamais oui ou non. Quand on parle de patch management, rentrons dans le détail. Quand on parle de patch management, c'est assez complexe parce qu'on n'arrive jamais à faire 100% du patch qui est demandé. Donc il y aura toujours une faille. Donc in fine, voilà, quand on répond: «Oui, ah, j'ai appliqué un EDR partout. Oui, j'ai appliqué, du multifacteur authentification partout». Oui, mais il y a peut-être un cas où ça ne l'est pas. Et là, c'est compliqué, c'est très, très compliqué et évidemment, le cyberassureur, s'il dit: vous il est rentré par une porte que vous n'aviez pas fermée» et voilà. Alors, je suis pas complètement d'accord. En pratique, déjà dans les questionnaires, il y a une énorme colonne, ça dépend, d'accord? C'est pas oui ou non et effectivement, pour bien accompagner les clients, il est nécessaire de rentrer avec eux dans, ces finesses-là, pour pas passer à côté de ça. Et ensuite sur les franchises, c'est pareil, je pense que vous dites ça coûte cher, mais voilà, on peut donner une idée des prix si ça vous intéresse, hein. Moi, c'est mon métier, donc sur les grandes entreprises, donc on va aller par exemple jusqu'au CAC 40, d'accord? Donc là, on va parler de plusieurs millions de primes qui vont être mises sur la table pour des capacités de 100 millions, d'accord? Donc par exemple, on voit des programmes de 100 millions où la société va payer en prime 4 millions à peu près, d'accord? Ça, c'est l'ordre de grandeur sur le haut de segment. Quand on descend sur des ETI, on va plutôt être effectivement avec des garanties moins élevées, d'accord, hein, quelques millions. Et là, on va avoir des centaines de milliers d'euros de primes. Voilà. Et sur le bas de segment, ça descend. Voilà. En pratique, retenez quand même que c'est une garantie qui fonctionne. C'est-à-dire que malgré ce que vous dites sur le fait que les assurés n'actionnent pas leur police, alors là, ils ont peut-être un mauvais courtier, mais une police d'assurance, ça sert à ça. Nous, on est là pour dire à nos clients. Et nous, on voit tous les jours, on a un incident par semaine, hein, qu'on gère. Et à chaque fois, on décide avec nos clients si oui ou non ça vaut le coup d'appeler ce numéro, mais en général, c'est une assurance qui fonctionne malgré ce qu'on peut dire ou entendre. Je crois que votre discussion montre bien qu'on est sur un marché émergent qui n'a pas encore complètement trouvé son équilibre et qu'il faut assumer ça. Et c'est normal, puisque, et vous êtes tous beaucoup plus spécialistes que moi pour le dire, mais le risque cyber lui-même, et notamment le risque de cyberattaque, est lui-même un marché qui bouge tout le temps et qui est soumis à des nouveaux virus, à de nouvelles stratégies, à des risques systémiques. Donc, c'est assez logique que cette situation nouvelle n'ait pas encore généré des équilibres stables et qu'on n'ait pas encore toutes les solutions. Enfin, je crois que votre échange le montre très très bien. Et c'est vrai. Il y a grosso modo, il y a 3 assureurs en France qui opèrent de manière significative sur le monde du cyber. Bon, il y en a quelques. Il y a 3 gros. Ouais, il y en a 20. Ouais, disons qu'il y en a 3 gros. Bon. Il se trouve que j'ai regardé les garanties d'un des 3. Je ne dirais pas lequel. C'est quand même vachement bien fait.
Et alors, je le dis plus simplement, d'autant plus simplement que la boîte que j'ai dirigée avait décidé de ne pas être présente sur le monde de la cyber. Donc, je suis totalement neutre et on avait décidé de ne pas être présent, et c'est toujours le cas, considérant qu'on n'arrivait pas à bien maîtriser ce risque et que notre service, au fond, n'aurait pas été de qualité. Donc, on l'assume. Non, mais on l'assume. Bon. En revanche, moi, j'ai regardé, avant de venir, le contrat d'un des gros acteurs, probablement très partenaires de nos amis, mais c'est normal. Franchement, c'est vachement bien fait. C'est-à-dire que vous avez une hotline, vous avez un accompagnement très important. Alors, ça ne règle pas tout, mais quand même, cette industrie de l'assurance cyber est en train de se structurer sur un risque qui est quand même, faut bien comprendre ça, hein, quand on n'est pas assureur, et c'est pas évident intellectuellement, mais sur un risque que l'assureur a par nature du mal à maîtriser, parce qu'en réalité, il est, encore une fois, il n'est pas forcément fini, il n'est pas forcément limité, et il n'est pas modélisable simplement encore aujourd'hui d'un point de vue assurantiel. Il l'est peut-être d'un point de vue technique, mais il ne l'est pas d'un point de vue assurantiel. Donc on est dans une situation d'émergence où les choses ne sont pas du tout stabilisées, et pour autant, il y a quelques assureurs, dont la surface financière mondiale d'ailleurs le permet, parce que c'est aussi un problème de capacité de surface financière mondiale de l'assureur. Donc il y a quelques assureurs mondiaux qui en réalité, dont la surface financière globale, que la surface financière permet d'affecter des capacités à ce risque très particulier. Et c'est parce qu'ils ont une surface financière et des capacités mondiales très importantes qui peuvent prendre ce risque-là. Un assureur de plus petite taille ne pourrait pas le faire, n'est-ce pas? Donc, c'est en train d'émerger, ça se structure, et franchement, il y a des garanties qui se mettent en place qui commencent à avoir du sens. Voilà. Alors, c'est sans doute pas terminé, mais je pense que ça évolue et que le sujet me semble être aussi, et on ne parle pas des grandes entreprises mais des petites, le sujet de la prise de conscience par les petites entreprises, avec ou sans assurance. Après, c'est un arbitrage, hein. Quand je parlais du transfert en introduction, c'est qu'il faut que l'assureur ait intérêt à prendre, mais il faut aussi que la cédante, enfin l'entreprise, ait intérêt à transférer pour la prime qu'on lui propose. Donc, il y a des cas où un entrepreneur peut dire, mais finalement, une fois que j'ai fait le diagnostic, une fois que j'ai pris mes précautions, mes fonds propres, je considère que mes fonds propres me permettent de porter le risque, et je le porte moi-même. Ça, c'est un arbitrage d'agent économique entre céder une partie de son risque ou le garder lui-même. Oui, alors j'aurais du mal effectivement à être d'accord avec vous, mais pour autant, quand je reviens sur le montant des primes qui sont payées, quand vous me parlez d'une prime de 100 000 €, vous imaginez tout ce qu'on pour une grosse ETI, vous imaginez tout ce qu'on peut faire en matière de réduction de risque avec 100 000 €? Vous vous rendez compte? C'est un choix, vous disiez, c'est ça? Alors, il y a vous voulez non. Il y a un sujet dont on va parler, parce que je pense que plusieurs d'entre vous l'attendent, mais c'est effectivement le dernier rapport de la DG Trésor que vous avez coécrit, Quentin, et qui, parmi d'autres mesures sur lesquelles vous reviendrez après, mais il y avait notamment un sujet dont on voulait discuter, c'était la fameuse l'indemnisation des rançons, qui fait craindre à beaucoup, du coup, que ça fasse exploser le nombre d'attaques, donc de sinistres, donc que par répercussion, ça apporte atteinte, enfin, ça soit défavorable, disons, au marché de l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste quelle était peut-être la logique ou le raisonnement? Oui, bien sûr. Peut-être je vais commencer par expliquer exactement le raisonnement du rapport, et puis peut-être après répondre sur les principales critiques qui ont pu être faites sur ce sujet. Bon, déjà rappeler que c'est pas la seule recommandation du rapport, et on en parlera après. Il y a plein de choses très importantes, notamment au regard de ce qu'on s'est dit sur l'analyse du risque, les questionnaires de cybersécurité, ce genre de choses qui sont, à mon avis, les créations de capacités aussi pour le secteur, parce qu'on a dit qu'il était en développement, qui sont très importantes. Mais bon, pour en revenir tout de suite là sur les rançons, en réalité, enfin, un des éléments les plus importants, c'est que, et c'est ce qu'on dit dans le rapport, la recommandation, c'est de ne pas payer les rançons. La recommandation du Trésor a toujours été, et de l'ensemble du gouvernement, c'est ne pas payer les rançons. Ça peut être qu'une solution de dernier recours de payer la rançon. Il faut évidemment pas, l'idée n'est pas qu'on puisse payer les rançons le plus vite possible. C'est pas ça qu'on a voulu faire. Ensuite, on n'a pas autorisé le paiement des rançons, on a clarifié le droit. C'est ça qu'on a fait dans la proposition qu'on fait dans le rapport, et qui, du coup, figure dans un projet de loi maintenant qui a vocation à être déposé au Parlement. On a clarifié le droit parce que ce qui n'est pas interdit étant autorisé, et que vu que c'était pas interdit dans la loi, c'était plutôt autorisé. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est l'assureur peut payer,
et on a mis une barrière à ça, à la condition qu'il y ait eu un dépôt de plainte. Donc là, il y a 2 enjeux qui sont, à mon avis, très importants, qui sont le premier, c'est que l'obligation de déposer plainte qui, du coup, n'existait pas avant, alors même qu'il était possible de le faire, d'assurer rançon. Ça va permettre à la fois d'avoir de meilleures données, de savoir qui est attaqué, quand, et puis, de remonter les filières, parce que le dépôt de plainte permet aussi d'engager les poursuites. Donc, là-dessus, il nous semble qu'en réalité, on met à la fois une barrière au paiement des rançons, contrairement à ce qui a pu être dit, et on incite à lancer des poursuites contre les rançonneurs. Donc l'idée, c'est de s'attaquer aux rançonneurs, en fait, en faisant ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise qui paye la rançon, ne veut pas trop que ça se sache, ne va jamais voir la police, et donc, en fait, on est dans une situation qui est bien moins favorable pour poursuivre les rançonneurs que celle qu'on propose, nous, dans le rapport. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important, qui est qu'on veut protéger les entreprises et les faire monter en compétences en cybersécurité. En réalité, ce qu'on se dit, parce que et là, ça rejoint un peu le deuxième point qui est les critiques qui ont pu être faites. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'assureur, c'est une entreprise privée qui veut gagner de l'argent. L'assureur, il ne veut pas payer. Enfin, évidemment, il le fera s'il doit le faire parce que c'est sa couverture. Mais un assureur ne veut pas payer. Il ne faut pas croire qu'il arrive avec un chèque et qu'il va payer immédiatement la rançon. Donc, il va y avoir 2 aspects. Il va y avoir un aspect de prévention. C'est que l'assureur, du coup, on fait rentrer une entreprise qui veut gagner de l'argent et qui est solidaire de la PME, de l'ETI, de la grande entreprise. On voit que le sujet, c'est plutôt un sujet PME-ETI sur ces sujets, parce que les grandes entreprises ont déjà à la fois des couvertures, la plupart du temps, et puis une DSI, des prestataires en cybersécurité, etc. Donc ces ETI et ces PME, elles vont être solidaires d'un groupe d'assurance qui ne veut pas payer et qui, du coup, va leur dire alors déjà leur montrer le prix de la prime si elles gardent leur système informatique tel qu'il est. Ils vont leur dire, si vous voulez baisser la prime, il faut peut-être que vous fassiez appel à un prestataire en cybersécurité. En réalité, sur ce point-là, je pense que on ouvre un marché énorme aux acteurs de la cybersécurité. Et je pense que ça, c'est un point qui n'a pas été assez évoqué. C'est qu'en réalité, en faisant venir des assureurs dans des PME, dans des ETI, on offre pas mal de clientèle, à mon avis, aux acteurs in fine de la cybersécurité. Et puis, il va aussi, ensuite, dans la gestion de la crise, pas vouloir payer non plus. Et donc là, il y a à la fois le côté prévention où l'assureur va donc faire monter en compétences, mais aussi au moment de la rançon, il va dire nous, on va faire tout ce qu'on peut pour pas payer. Donc il y a un accompagnement au jour le jour. Il peut y avoir l'embauche de gens qui vont essayer de récupérer les données, par exemple, si c'est ça qui a été attaqué. Et donc, à la fois sur la prévention et sur l'action, il nous semble qu'avoir un assureur à ses côtés, ça peut aider, en fait. Et c'est ça le point principal, c'est que les entreprises qui seront attaquées, elles auront quelqu'un pour les aider, ce qu'elles n'auraient pas eu avant. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on autorise, c'est quelque chose qu'on clarifie. Donc ça, voilà, ça existait déjà. Et puis peut-être le dernier point là-dessus, c'est que pour ceux qui vous pouvez dire qu'on aurait dû interdire le paiement des rançons. Parce que ça peut paraître simple, on va interdire et puis comme ça, on n'aura plus de problème. En réalité, c'est un peu compliqué et ça, c'est un peu notre raisonnement. C'est vous mettez un pistolet sur la tempe de quelqu'un en lui disant donnez son portefeuille. Si la loi lui interdit de le donner, c'est un petit peu compliqué. Donc, on ne peut pas faire ça, simplement. Et donc, le droit l'autorisant, en l'état actuel, on était en incapacité de l'interdire. On a préféré dire, OK, mais vous déposez une plainte, on poursuit les gens. Et par ailleurs, comme on clarifie le droit, les assureurs viennent aider les entreprises. Voilà, c'est ça le raisonnement. Juliette, je crois que vous vous acquiescez. Oui, je pense qu'il y a une chose extrêmement importante parce que suite au rapport là, qui sera débattu au Parlement, je crois, dans les prochains mois, il y a eu beaucoup de choses écrites, notamment tout le monde est pour le paiement des rançons. Mais personne n'est pour le paiement des rançons. Et je pense qu'il faut juste qu'on le redise. Et ni les assureurs, ni les courtiers, personne ne souhaite que les rançons soient payées. Et toute la profession est d'accord là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que d'abord, l'assureur, il ne paye pas. Quand il paye, il rembourse, d'accord, une rançon. Souvent, nous, sur les dossiers, c'est pareil, je vais vous donner des chiffres parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Sur les dossiers qu'on a vus chez nous depuis 2016, on a eu 12 dossiers où les rançons ont été réglées, d'accord. C'est très peu par rapport au nombre de dossiers qu'on a. Okay, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des cas extrêmes, en fait. Il y a des sociétés qui sont bloquées, qui pourraient, si elles réagissent pas assez vite, perdre leur chiffre d'affaires et potentiellement mettre la clé sous la porte. Il y a aussi d'autres cas dans des secteurs de la santé, par exemple, où il y a des vrais enjeux. D'accord, mais je me permets de rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui disent on est pour, mais personne n'est pour payer les rançons. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, si je peux me permettre de compléter, je suis désolé de vous dire, mais c'est vrai que tout le monde a reçu ce rapport
sur le mauvais côté. C'est-à-dire que peut-être il a été mal écrit ou la communication était mauvaise. Excusez-moi, mais tout le monde a perçu ça comme étant: «Oui, c'est bon» et d'ailleurs, le nombre de cyberattaques de type ransomware, on peut croire qu'elle a un peu augmenté. Je crois que Valérie Marchif disait, ça enfin, je ne sais plus combien, mais ça a visiblement augmenté donc voilà, visiblement la communication n'était pas bonne, la rédaction du rapport n'était pas bonne. Je suis d'accord avec le fond qui consiste à dire: «Mais c'est intéressant de pouvoir, notifier et effectivement d'enregistrer ces plaintes». Ça, je reconnais un intérêt. C'est vrai que pour les petites entreprises, c'est très mauvais parce qu'en même temps, il y a un risque qui n'est pas assurable, c'est celui, de la réputation et malheureusement la réputation, elle est impactée directement. C'est-à-dire la confiance avec les clients, ce qui est grave et qui n'est pas couvert autrement que par la communication de l'entreprise. Peut-être pour répondre, bon, je pense que les équipes présentes dans la salle qui ont rédigé le rapport apprécieront la remarque. Non, non, mais plus sérieusement, c'est pas tant, je crois, le rapport que nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est communiquer sur l'ensemble des mesures qu'on avait, développées dans le rapport. Mais on va pas se le cacher et c'est le travail journalistique. Il y a évidemment, les cyberrançons, ça fait vendre du papier, c'est intéressant et donc les articles qui ont été écrits sur ce sujet, sur le rapport, ont été écrits en faisant énormément sur les cyberrançons, pas mal sur la cyberguerre alors que le rapport n'en dit quasiment rien, et alors même qu'il y avait beaucoup de propositions par ailleurs très intéressantes. Et donc effectivement, il était très vendeur de créer un peu de la confrontation entre les services de l'État et les assureurs et les acteurs de la cybersécurité en disant Bercy autorise, Bercy dit oui, Bercy donne son feu vert aux cyberrançons, enfin on a tout lu. Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'on fait aussi le service après-vente et merci pour votre invitation, de bien clarifier ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est on clarifie le droit et on ouvre plutôt la porte à la fois pour que les acteurs de la cybersécurité aillent travailler avec des PME et des ETI et pour que les responsables soient poursuivis. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt augmenter le niveau de sécurité que de le diminuer par rapport, encore une fois, à un contrefactuel qui n'est pas l'interdiction, mais qui est l'état précédent du droit, qui est c'est autorisé, mais c'est très flou. Et juste, c'est également autorisé dans tous les pays anglo-saxons depuis très longtemps, pas que sur cette branche d'assurance-là, hein. On a des assurances, kidnap, rançon, c'est des choses qui existent et voilà, nous le but, c'est de donner à nos clients, à un moment donné, dans la légalité, évidemment, toutes les garanties dont ils peuvent disposer. Donc c'est important aussi de rappeler que c'est pas nouveau. Il y avait une zone grise. Moi, effectivement, je trouve que la clarification et moi, j'ai trouvé ça bien écrit. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de rappeler aussi que c'est pas nouveau. C'est des choses qui existent depuis longtemps dans les assurances et qui ne servent qu'en dernier recours. Je reviens. Alors, c'est écrit, c'est un bon français, c'est très bien écrit, mais pour autant, je pense que c'est la communication qui est autour qui a péché. Sincèrement, je veux dire, enfin, moi, je ne suis pas complètement opposé. Je suis opposé aux cyberassurances, ça vous l'avez compris. Mais simplement, je trouve sur le fond que voilà, il a été perçu très mal. Et même les hackers l'ont compris dans le mauvais sens. Excusez-moi. Enfin, d'abord, moi, j'ai trouvé le rapport de la direction générale du Trésor, j'ai trouvé très bien écrit, mais bon, c'est un avis personnel. Mais en fait, parce qu'il y a aussi des propositions sur la sensibilisation des ETI et des PME qui sont vachement importantes, enfin, parce qu'on ne peut pas vouloir les choses de leur contraire non plus. Vous voyez, donc ça, c'est tout à fait essentiel qu'on arrive d'une manière ou d'une autre, que ce soit via l'assurance ou autrement, à sensibiliser les PME et les TPE sur la nécessité de se protéger. Et le fait qu'en effet, on clarifie l'obligation de porter plainte pour comment dire, pour pénaliser le sujet, c'est totalement indispensable. Donc, bon, mais ça, c'est un avis personnel que je voulais livrer. Moi, j'ai connu deux choses. Je ne livrerai pas les éléments de détail, mais d'abord, on a été cyberattaqué chez MMA en juillet 2020, donc agression, détection parce qu'on avait des agents de détection, RSSI, etc., cellule de crise. Bon, très bien, on a tout fermé. Et donc, c'est parce qu'on était équipé dans tous les moyens de détection, de prévention, qu'on a fermé les serveurs et que ça ne s'est pas propagé. Donc, j'ai géré la crise, donc je peux vous en parler en détail. C'est un moment intéressant. Bon. Et quelques jours après, un client m'appelle, grosse entreprise du BTP, grosse PME du BTP, 1500 salariés, qui me dit « je suis bloqué ». Bon, j'ai eu un moment de frayeur. Je me suis demandé si ça venait de chez nous. Ça venait pas de chez nous, parce qu'il y a aussi la question de la responsabilité
sous-traitance. L'ARC, oui, l'ARC, enfin de l'ARC sur les tiers, parce qu'en effet, quand vous êtes, donc, on dit, il n'y a pas besoin d'assurance, mais quand même, entreprise est attaquée, elle propage le virus chez un de ses clients, elle est responsable. Donc là, celui qui vit ça, il est content d'avoir une assurance, mais je ferme la parenthèse là-dessus. Mais en tout cas, dans notre cas, c'était pas le cas. Simplement, la boîte de BTP et 1500 salariés qui étaient attaqués, le président me dit, il se trouve que c'est un de mes clients par ailleurs en BTP, je suis très ennuyé, j'aimerais que votre DSI m'appelle parce que j'ai plus de compta, j'ai plus de fichiers clients. On fait quoi? On paye pas la rançon? Quand on n'a plus de compta et plus de fichiers clients? Alors, bien sûr qu'il avait été peut-être un peu négligent et qu'il n'avait pas pris les mesures de précaution et qu'il faut qu'il les prenne. C'est ce qu'on lui a dit d'ailleurs. On lui a dit, protégez-vous. Mais quand même, la rançon, dans un certain nombre de cas, elle est nécessaire parce que la boîte est en risque vital. Hein. Voilà. Et peut-être là-dessus, c'est un point extrêmement important, c'est que le fonctionnement de l'assurance, c'est que la prime arrive avant l'événement. Et que du coup, le fait de devoir payer une prime très en amont, ça va aussi permettre aux gens de voir ce que c'est que la réalité de la réalisation de l'événement. Parce qu'en fait, les gens, ils vont payer le jour où ils sont cyber-rançonnés, certes, mais et du coup, à ce moment-là, ils vont se dire, ah, j'aurais dû avoir une assurance, j'aurais dû faire de la cybersécurité. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont payer une prime, peut-être, je sais pas, 2-3 ans en amont, qui va leur faire se dire, bon, j'ai déjà un signal prix d'un événement qui peut m'arriver. Et donc, ils vont prendre des mesures de prévention avant. C'est-à-dire que on veut sortir d'un système où les gens prennent des mesures de cybersécurité après la première attaque. Enfin, c'est vraiment ça l'objet. Et ce que vous disiez sur les 100 000 euros avec lesquels on peut faire beaucoup de choses en cybersécurité, en fait, c'est très bien. Ça va vous ouvrir des enveloppes en réalité dans les entreprises industrielles parce que l'assureur va arriver, il va dire voilà, c'est 200 000 euros. Par contre, si vous prenez des mesures pour faire ça, c'est 100 000 euros. Bah, vous avez 100 000 euros de contrat quasiment, hein. Enfin potentiellement un peu moins parce qu'ils vont vouloir gagner de l'argent dessus, mais voilà, c'est pas de la grande microéconomie et je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné. En pratique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques années, au début de cette branche-là, on avait une hostilité des DSI qui considéraient qu'on marchait sur leurs pieds et qu'on mettait le doigt sur quelque chose qu'ils avaient pas bien ou pas assez fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos clients qui nous disent, vous nous aidez aussi, vous nous aidez à sensibiliser nos DG, vous nous aidez à libérer des budgets. Et en fait, au global, on arrive tous ensemble finalement à monter la résilience des entreprises. Et c'est quand même le but premier. Alors justement, pour rebondir là-dessus, et peut-être pour finir sur une note positive, quels sont on l'a évoqué de plusieurs façons, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur les autres mesures qui étaient présentes dans le rapport, mais quelles sont quelles mesures, dispositions pourraient permettre un petit peu de relancer ou de booster un petit peu l'assurance cyber? Alors, sans en faire une présentation trop longue, puisque le rapport est assez long et il est disponible d'ailleurs. Nous, en fait, on est parti d'un constat, c'est que pour rendre le risque assurable et créer le marché, parce que c'est ça qu'on veut, in fine, que les entreprises puissent s'assurer. Enfin, c'est un chiffre qu'on n'a pas cité, mais 0,3% des PME seulement sont assurées contre le risque cyber. Et 9% des ETI. Donc, les grandes entreprises, c'est plus de 80%, c'est moins le sujet. On s'est dit qu'il fallait plusieurs choses. Il fallait, d'une part, que les données soient là, et donc qu'on appréhende bien le risque, qu'on appréhende à la fois que les assureurs soient capables de dire combien ça coûte d'assurer le risque cyber, et donc de créer des contrats, et aussi que le risque cyber soit pris en compte dans nos réglementations prudentielles, qui est un autre sujet pour nous évidemment, qui est la stabilité financière par ailleurs. Et puis, il y a donc le sujet des données, donc sur lequel on a des propositions qui tiennent notamment un observatoire de la menace cyber, par exemple, la création d'un observatoire. Ce qu'on fait sur les cyberrançons, ça vise aussi à ce que les attaques soient rapportées au service d'ordre. Il y a tout un sujet là-dessus aussi de comment on fait pour bien évaluer le risque dans le cadre prudentiel, ce que je vous disais sur notamment pour que les assureurs soient prêts à résister aussi à des attaques cyber importantes chez leurs clients. Et puis, on a un autre sujet au-delà des données qui est le sujet des capacités. Puisqu'en fait, pour que les assureurs puissent s'assurer, il faut créer évidemment des bilans qui permettent d'absorber les chocs. Aujourd'hui, en assurance dommage, je pense que personne ne dira le contraire, il y a un sujet, mais c'est plus assurantiel, mais qui est le sujet de l'inflation, qui fait quand même diminuer aussi les capacités des assureurs en général. Donc, ce n'est pas forcément le moment où ils ont le plus d'argent pour se lancer sur de nouveaux marchés. Et là-dessus, on a une proposition, nous, qui est très importante et qui a vocation à être inscrite dans les futurs projets de loi, c'est de créer des captifs de réassurance. C'est-à-dire que les entreprises, c'est un peu compliqué ça, c'est très assurantiel, mais que les entreprises industrielles puissent s'auto-réassurer, c'est-à-dire provisionner
pour s'assurer aussi contre le risque cyber, en fait, en assurant leur assureur quelque part. Et donc ça nous semble très important aussi parce que ça génère des capacités. Ça permet aux entreprises de créer en interne une structure qui vient soutenir l'assureur et lui permet d'arriver sur le marché. Donc, et là, ça, c'est un point très important, je crois, pour développer le marché très vite et se mettre au niveau du concurrent international, puisqu'on voit que, notamment aux États-Unis, il y a un marché de l'assurance cyber qui, certes, est pas très grand au regard du marché américain, mais qui est sans commune mesure en proportion avec celui de la France. Et puis, il y a un dernier axe qui est extrêmement important et qui touche beaucoup plus à la formation et à la cybersécurité, qui est comment on fait pour créer un peu des standards, comment on fait pour que les entreprises se mettent au niveau, qu'elles aient une vraie approche de leurs propres risques. Et donc ça, c'est un peu l'homogénéisation des questions de sécurité. On va créer un groupe de travail là-dessus pour que ce soit plus proche de ce que les entreprises font. Je comprends que évidemment les assureurs et les courtiers ont déjà fait des travaux sur ce sujet. Les prestataires de cybersécurité savent très bien quels sont les points de faiblesse. Et là, c'est faire quelque chose un peu d'harmonisé qui permette d'approcher le risque chez tout le monde. Donc ça, c'est ce qui est aussi un élément très important. Et puis, il y a le sujet de la formation des entreprises et formation des assureurs aussi. Et donc là aussi, je pense que les acteurs de cybersécurité ont une place énorme à jouer. Et puis, un dernier point, mais qui touche moins évidemment les sujets entreprises, quoique, qui est le sujet aussi de la mise à plat de l'existant, du marché existant. Comment on fait pour que les clauses soient très claires? Parce qu'aujourd'hui, et notamment chez les particuliers, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, il y a quand même un sujet qui est que quand il leur arrive quelque chose, une réalisation d'un risque cyber, un incendie ou une attaque simplement, ils vont voir dans tout leur contrat d'assurance s'ils ne sont pas couverts contre ce risque. Ben là, ce qu'on veut faire aussi, c'est clarifier l'existant. C'est vrai aussi pour les entreprises, pour que chacun sache contre quoi il est couvert, pour qu'il n'y ait plus pas à la fois de déception et en même temps qu'on puisse vraiment inclure dans le prix des garanties qui sont données ou pas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Julia, je vous voyais... Non, vous acquiescez juste. Peut-être Didier et Julia aussi, d'autres mesures qui permettraient d'autres mesures, ou en tout cas d'autres idées, suggestions, qui permettraient de rendre les choses plus simples. Je ne sais pas si on peut rendre les choses plus simples, mais enfin moi, l'essentiel du rapport du Trésor me va bien. Sur les captives, c'est bien pour les ETI et les grands risques, mais c'est vrai que sur de la TPE, de la TPE et de la PME, c'est pas la solution, donc il ne faut pas considérer non plus. Et je crois vraiment qu'il y a un enjeu. Alors, je n'ose pas dire par quel canal de distribution, puisque monsieur considère que ça ne doit pas être l'assurance, mais je pense qu'on a un vrai sujet. Les grandes entreprises et les grosses ETI ont des RSSI, ont des DSI, mettent en place des enjeux, des moyens techniques de diagnostic et de prévention de plus en plus, et ça, la machine est en marche. Donc, il me semble qu'il y a un vrai sujet non traité, non réglé, c'est celui de la TPME, de la TPE et de la PME, qui sont exposés et sur lesquels il y a des risques vitaux pour ces boîtes. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment concrètement se fait la sensibilisation et la pédagogie vers ces boîtes-là. Et donc, moi, je crois au marché. Il faut que des acteurs de marché, alors ça peut être évidemment les acteurs techniques qui prospectent tous les jours, mais il faut que les acteurs de marché fassent la promotion des mesures de technique de prévention et ou d'assurance, parce que, encore une fois, moi, je pense que c'est le choix libre du patron de la PME de dire je m'assure, je fais de la prévention et je m'assure, ou je fais seulement de la prévention. C'est son choix. Mais la question, c'est comment le marché des offres, que ce soit les offres de techniques de prévention et d'assurance, favorise la prise en compte par les TPE et les PME de ce risque, qui est un risque qui peut être vital. Donc ça, c'est un gros sujet, qui est un gros sujet de marketing et de distribution. Et c'est vrai que le monde du courtage, le monde de l'assurance peut pousser ça. Et je rejoins Julia pour dire que et relisez les grands contrats, enfin les contrats des gros acteurs, vous verrez bien qu'ils mettent comme condition nécessaire à l'assurance, voire à des niveaux de franchise acceptables, etc., le fait qu'il y ait eu du diagnostic et des outils techniques de prévention. Donc, il ne doit pas y avoir d'antagonisme entre les intérêts du marché des boîtes techniques qui font du diagnostic et de la prévention et ceux de l'assurance. Je pense que tout ça va dans le même sens, qui est de rejeter du hacking et d'empêcher les effets catastrophiques du hacking et du cyber-risque. Je crois qu'il y a vraiment une convergence d'intérêts entre ces deux mondes-là, ces deux industries-là.
Voilà, et on est là pour le marché, donc il existe, il se fluidifie. Nous, on est là aussi en tant que courtier pour faire en sorte que effectivement ça se stabilise pour que un maximum de clients puissent y avoir accès, hein. Donc là, on envoie aussi des messages forts aux assureurs en disant voilà, maintenant le modèle, peut-être qu'il est quand même trouvé et que fini la crise, hein, on va vers des stabilisations. Mais voilà, nous, on est là aussi pour faire de la pédagogie et c'est notre métier, c'est d'expliquer à nos clients qu'est-ce qu'on va couvrir et comment on va transférer ce risque. Voilà. Transférer donc. Alors, est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou on prend peut-être quelques questions de la salle? Il nous reste un petit peu de temps. Et il y a déjà plein de questions. Ah. Bonjour à tous, c'est Hervé Schoer. C'est pas une question. Dites juste partager. Depuis 2010, on dit partager le risque, il n'y aura plus de problème. À la place de transfert. Partager donc. Oui, bonjour. Juste un témoignage rapide et une question. Donc Yannick Reboul, je suis RSSI. Je trouve que le marché d'assurance a fait beaucoup de progrès. J'étais dans un groupe de travail 2015-2016 avec l'IRT Systemix qui avait 5 recommandations qui sont plutôt suivies, sauf 2, et qui résument tout ce qu'on vient de se dire. L'une parlait d'un vocabulaire normé et l'autre était sur des référentiels partagés. Et ça, on n'y est pas. C'est clair, parce que c'est difficile. Et dans ma position de RSSI, je trouve que vos offres, côté assurance, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat pour rester ensemble, sont pas lisibles. En fait, suivant la maturité de l'entreprise, on devrait pouvoir comprendre à quel type d'assurance elle peut prétendre et à quel type de couverture il serait pertinent qu'elle adhère. Aujourd'hui, on remet ça sur les bras des directeurs financiers, des RSSI, des dirigeants. Les directeurs financiers et dirigeants n'ont pas tous la même perception et la même acuité sur le risque. Donc, en fait, on leur pose un problème sur lequel ils n'ont pas les clés. Et je vous demande pourquoi on ne voit pas arriver une grille, sans parler de prix, mais au moins avec des critères, des principes forts pour permettre à chacun de se dire, la petite boîte, moi, c'est ce truc-là qui m'ira bien. Moi, j'ai un risque industriel, j'ai une chaîne de fabrication, je dois aller là, et mettre en face la complexité d'arriver à cette police d'assurance parce qu'il y a le diagnostic et des contre-mesures. Je suis tout à fait d'accord avec le César. On répond aux questions après. Ok. Côté Trésor, en tout cas, on est tout à fait d'accord puisque ça fait partie des recommandations du rapport, la création notamment d'un référentiel partagé qui permettent de bien clarifier les choses. Alors, je serai ensuite les collègues du monde de l'assurance expliquer quelles peuvent être les complexités, mais en tout cas, nous, on pense que c'est une bonne idée de faire un référentiel partagé et on a aussi un exercice très important de clarification des clauses parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça pèse beaucoup sur les entreprises que de savoir contre quoi elles sont protégées, dans quel cadre faire appel à l'assurance. Et ce qu'on observe quand même, et ce qui ressort du groupe de travail, c'est que les clauses ne sont pas toujours très claires, pour dire le moins. Alors, on y travaille, hein. Nous, on a développé depuis plusieurs années notre propre texte, justement, pour des questions de clarification, hein, et on sait exactement ce qu'on vend. Voilà, donc on est à votre dispo pour travailler. Nous, on est là pour voilà, faire aussi de la pédagogie et on travaille à la clarification. C'est vrai qu'il y a une multitude d'offres. Je comprends qu'on puisse avoir du mal de temps en temps à s'y retrouver, mais venez nous voir, on en parlera et on essaie. Nous, on a fait aussi monter en puissance nos équipes, hein. C'est des métiers où maintenant, il ne faut pas seulement faire du partage de risques, mais également comprendre, hein, les bases de la cybersécurité. Donc voilà, on apprend aussi en marchant, mais on essaie de clarifier et je pense que on est là aussi pour participer dans ces groupes-là et puis ensemble, hein, construire des référentiels qui feront avancer la maturité globale. Vous avez une association française des assurances, travaillez là-dedans avec les collectifs, avec le César. Sinon, ça ne marchera pas. Si votre vocabulaire de votre côté, vous serez décorrélé. On n'est tous pas d'accord avec ce qui est sorti sur le côté RSSI ou de l'activité, avec ce que vous proposez pour remplacer. D'ailleurs, ce qui est dans la loi qu'on peut remplacer, on est beaucoup à pas être d'accord. On est prêt à discuter, à échanger. Mais pour l'instant, on est plutôt en réticence. Pour une très bonne raison.
Oui, ça m'a pas échappé. Non, peut-être sur le sujet, effectivement, ça doit être une action de place. Et je sais que France Assure a déjà lancé en fait un groupe de travail un peu de taxonomie du risque cyber. Donc ça, c'est quelque chose que nous on suit et dont on se félicite. Ensuite, nous, on pense que ça doit se gérer dans le groupe de travail à la fois avec France Assure, mais aussi avec la CPR, par exemple, qui a tout son rôle à jouer sur ce type de sujet, de clauses, de niveau, de référentiel des couvertures, etc. Donc ça, on doit le voir à la fois au niveau de la place, mais aussi avec les services et avec l'ANSSI, notamment avec l'ensemble des services concernés d'État. Il y a une question. Bonjour, une petite question. Vous avez parlé des chiffres qui présentaient le retour sur les demandes de rançon, c'est ça? Vous avez parlé qu'il y a 10 cas ou quelque chose comme ça? 12 cas par rapport à sur combien? Alors, sur la totalité des incidents qu'on a gérés depuis 2016, à peu près Et- 205. Donc 12 sur 200. Et sur ces 12 cas, et ça c'est ma question, est-ce que c'est à chaque fois que l'entreprise a pu récupérer les données? Est-ce que ça a servi à payer le rançon? Alors oui, c'est efficace, hein, donc voilà. Mais d'abord, c'est toujours la responsabilité du client de décider, d'accord? L'assureur, c'est pas lui qui décide, d'accord? C'est un choix d'entreprise, d'accord? On l'a dit tout à l'heure, hein, toutes les recommandations sont ne pas payer. Après, c'est le choix qui reste celui de l'entreprise. Mais voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on a, nous, dans nos books. Et sur ce sujet, j'en profite parce qu'on me le souffle à l'oreille et c'est une bonne remarque. Là, on va lancer la semaine prochaine le groupe de travail pour mettre en place les recommandations du rapport. Et sur les sujets rançon notamment, les acteurs de la cybersécurité se sont associés à toutes ces discussions. Donc, parce que nous, on a vocation à avoir une discussion avec tout le monde là-dessus. Donc, nous, on est toujours content de parler avec le secteur. On a parlé avec les assureurs, avec les superviseurs, avec l'ANSSI qui était dans le groupe de travail et les acteurs de la cybersécurité. Mais je crois que le Césin était invité d'ailleurs à un DGT. Voilà. Donc, oui, on travaille bien avec tout le monde et on veut trouver là des solutions qui marchent, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. Maxime Cartan, je suis de Citalide, qui a été cité, merci, comme outil de modélisation et de quantification du risque. Nous, on a un positionnement un peu étrange là-dedans, puisqu'on est plutôt côté sécurité RSSI, mais on est un outil qui est utilisé de plus en plus par les assureurs. Donc évidemment, je vais dans le sens de Yannick, on est disponible pour discuter entre RSSI et assureurs. C'est comme ça que les problèmes se résoudront. Et pour revenir sur le rapport, merci, il y avait plein de propositions extrêmement intéressantes. C'est dommage en effet que les journalistes aient un peu axé sur la partie rançon. Et j'aimerais revenir sur l'Observatoire de la menace cyber que vous avez cité, parce que vous parlez notamment de capitaliser potentiellement sur la sinistralité. Il y a 1000 façons de le faire, il y a 1000 acteurs différents qui peuvent participer ou bénéficier de ces données. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été défini ou un cap ou des choses qui ont été mises en place ou ça reste à construire? Merci. Ça reste pas mal à construire, hein. Là, ce qu'on fait, c'est on crée la task force, comme on appelle ça, pour mettre en œuvre les recommandations du rapport. Et notamment, il y aura un groupe de travail dédié à la mise en place de cet observatoire de la menace cyber qui associera l'ensemble des acteurs parce que justement, nous, on a la vision qu'en avait le GT cyber, mais où c'est effectivement des fédérations et les services de l'État. Donc, on ne sait pas forcément s'il y a des stocks de données sur ce sujet qui peuvent être tirés ailleurs. Et on sera toujours preneur parce que l'idée, c'est de tout mettre en commun en fait dans cet observatoire, y compris avec les acteurs privés qui peuvent avoir des données sur la menace cyber. Donc, on sera très, très heureux d'en rediscuter. Là, en fait, on lance à la fin du mois, donc on serait très heureux d'en discuter très vite en réalité. Oui, j'avais deux questions également. Une question sur les contentieux entre les assureurs et puis les assurés. Là, j'ai connaissance d'un dossier avec une ETI, préjudice de 10 millions suite à une attaque en rançon logiciel, contentieux avec un assureur qui dure depuis 2 ans aujourd'hui. Alors, est-ce que ces contentieux se multiplient et quelle est un peu la jurisprudence là-dessus? Et puis peut-être une deuxième question sur les sanctions au FAC, puisqu'il y a des sanctions qui ont été prises contre des groupes d'attaquants qui du coup font peser sur les gens qui payent les rançons potentiellement un risque avec l'extraterritorialité du droit américain. Je laisserai les personnes qui connaissent bien le monde de l'assurance répondre sur la partie contentieux, même si nous, effectivement, c'est un sujet qu'on veut éviter par la clarification des clauses. Ça, c'est évidemment un point très important pour nous parce qu'on pense que le risque contentieux, il naît aussi de contrats pas très clairs. Ensuite, sur OFAC, en fait, effectivement, c'est quelque chose dont on nous parle beaucoup. Pour bien préciser, ce que les États-Unis ont fait, c'est ils n'ont pas rendu illicite le paiement des rançons. Ils ont fait qu'on peut qualifier de facilitateur des personnes qui payent des rançons à des personnes sanctionnées. Et donc, il y a un sujet de périmètre, c'est-à-dire que c'est uniquement le paiement de rançon à des personnes sanctionnées.
au titre des réglementations, là, à la fois des sanctions Russie et puis des réglementations LCBFT. Donc, il n'y a pas, enfin, si vous voulez, le périmètre, il n'est pas total. Les Américains n'ont pas interdit le paiement des rançons. Ils ont dit qu'éventuellement, les assureurs, par exemple, qui rembourseraient des rançons, pourraient être considérés comme des facilitateurs au sens de fac. Alors, c'est un sujet, mais ce qu'on peut se dire, c'est que les États-Unis, en fait, n'ont pas interdit les rançons. Et donc, là-dessus, la charge de la preuve, elle est... Pardon ? Oui, mais bon, nous, ce qu'on considère, mais c'est parce qu'ils ont eu le même raisonnement que nous, hein, en réalité, c'est que on peut pas interdire le paiement des rançons en général. Par contre, évidemment, et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce qu'on fait là dans la loi LOPMI, ça ne préjuge évidemment pas, c'est une loi générale, ça préjuge absolument pas de toutes les lois spéciales sur le financement du terrorisme, sur la lutte anti-blanchiment, etc. Et sur les sanctions Russie. Donc, en fait, les Américains c'est un cadre qui est valable aussi en France d'ailleurs, hein. Enfin, c'est pas tellement autorisé de payer une rançon à quelqu'un qui est terroriste ou qui est sanctionné au titre des sanctions Russie. Sur les contentieux, j'ai pas de chiffres à vous communiquer précis, mais je pense que, ce qui est important, c'est effectivement qu'on aille, et c'est ce qu'on disait tous, vers une lisibilité, des polices d'assurance. Donc nous, c'est vrai, on a notre intercalaire, donc on est peut-être, moins, susceptible d'avoir ce type de contentieux puisque effectivement on sait ce qu'on vend et ce à quoi les assureurs s'engagent. Voilà, ça reste une promesse. Nous, on est là pour effectivement que l'assureur honore sa promesse au jour, du sinistre. Voilà. Oui, je crois que sur les contentieux, il faudra regarder le contenu du contentieux. Ce qu'on sait dans l'assurance en général, et le monde de l'assurance l'a vécu sur les pertes d'exploitation au moment du confinement. Vous savez que les restaurateurs ont été très, très offensifs là-dessus, et d'ailleurs, ils avaient parfois raison de l'être, mais dans d'autres cas, non. Ce qui est clair, et encore une fois, il faut un contrat d'assurance de cette nature, c'est technique, détaillé, complexe. Il y a souvent des intercalaires et des avenants qui viennent s'ajouter. Ce qui est important, et moi je l'ai vécu sur les pertes d'exploitation quand l'économie était arrêtée, c'est qu'il y a une communication et un échange entre l'assureur et l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, en effet, le sujet est clair, il n'y a pas de sujet à contentieux, soit que l'assureur ait tort, soit qu'il ait raison, peu importe. Mais il y a aussi des zones grises parce que quand on écrit un texte, quand on écrit du droit un jour et qu'on cherche à appliquer ce droit 3 ans, 5 ans plus tard, le monde a changé. Et donc, ça veut dire que cette interprétation du droit, c'est plus exactement la même. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution. C'est communiquer, parler et discuter. Et je peux vous dire que sur un certain nombre de cas, ce n'était pas sur le cyber, c'est sur les pertes d'exploitation, on a trouvé de bons accords avec nos clients parce qu'on s'est juste mis autour d'une table et qu'on a cherché une solution ensemble. Voilà. Parce que le principe général, il est simple, c'est engagement de bonne foi et de rechercher la solution parce que c'est notre client et donc on est là aussi pour l'assister. Simplement, on ne peut pas évidemment payer des indemnités quand elles sont contraires à ce qui est dans le contrat. Il y a des zones grises et dans les zones grises, on discute, on négocie et quand les deux interlocuteurs sont de bonne foi, vraiment, la plupart du temps, on trouve une bonne solution. Je ne connais pas le contentieux en l'espèce, mais c'est un principe général, je crois, qui marche bien. Bonjour, Olivier de Courcelles, avocat en IT. Vous avez évoqué donc les efforts qui sont menés pour la normalisation, enfin qui sont menés, qui sont souhaités pour la normalisation des référentiels et du vocabulaire pour appréhender le risque cyber. Et vous avez aussi utilisé le terme de taxonomie qui est très à la mode sur un sujet connexe avec les objectifs de développement durable. Je voudrais savoir si dans la mise en œuvre de la taxonomie pour le développement durable, et notamment la réglementation ACFDR, le risque cyber est appréhendé, et donc si ce travail que l'on fait dans le monde des assurances va aussi être transposé dans le monde financier avec donc l'évaluation des produits financiers qui sont soumis à cette taxonomie. Alors, nous, on est toujours très une réglementation, un objectif. Donc, au niveau européen, effectivement, toutes les réglementations climat, elles ne toucheront a priori que ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réglementation prudentielle qui va prendre en compte le cyber. C'est-à-dire que nous, et c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport, on pense que sur la partie notamment assurantielle, les produits d'assurance, mais aussi le risque au passif qui peut se matérialiser en cas d'attaque un peu systémique, des choses comme ça, il faut mieux le prendre en compte. Donc, il n'y aura pas, je pense, dans la taxonomie de choses durables sur le plan cyber. En revanche, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, et c'est notamment dans le rapport, et j'en ai pas parlé, c'est que la réglementation européenne Solvabilité 2, qui s'applique aux organismes d'assurance notamment, prennent en compte ce risque cyber, notamment que dans l'évaluation interne des risques que peuvent faire les assureurs
auxquels ils sont exposés, il y ait la prise en compte du risque cyber, à la fois du risque cyber auquel est exposé directement l'assureur, mais aussi du risque cyber auquel est exposé via ses polices cyber. Puisque le développement de ce marché, il s'associe aussi à des risques de stabilité financière qu'on veut prendre en compte. Bonjour, j'avais une petite question. Je vous remercie d'avoir clarifié un petit peu les objectifs du rapport, effectivement, qui n'ont pas été retranscrits dans la presse selon un petit peu vos axes. Vous parliez effectivement de remonter la partie des filiales et de déclarer l'ensemble des incidents. Quelles sont les ressources, quelles sont les entités qui vont être en charge de remonter ces filiales? Parce que ça me paraît être un chantier relativement gigantesque, et quelles sont un peu les projections que vous faites sur les résultats que vous pourriez avoir? Alors, c'est un peu une question piège pour moi parce que je suis du ministère de l'économie, donc effectivement, là, c'est plutôt de l'organisation interne du ministère de l'Intérieur. Ensuite, bon, les résultats, on pense qu'il y en aura parce que ce sera toujours mieux de savoir qui a été attaqué, quels ont été le process, potentiellement qui connaissent qui a pu les attaquer. Et donc, le dépôt de plainte, de toute façon, donnera de l'information, permettra de lancer les poursuites. Ensuite, de ce que je comprends, mais c'est des discussions à avoir plutôt avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur compte mettre des ressources sur ce sujet. Et c'est des discussions qu'on a eues en GT. Il y a vraiment cette volonté que l'article de la loi LOPMI soit associé à des ressources dédiées à la menace cyber en coordination avec les autres services, typiquement l'ANSSI, qui suivent ça. Donc le ministère de l'Intérieur a une vraie ambition et ils n'auraient pas mis ça. Enfin, vous avez vu, hein, c'est leur loi de programmation du ministère qui était beaucoup plus longue quand elle a été proposée dans un premier temps au premier semestre par le ministère de l'Intérieur. Là, elle a été réduite à l'essentiel et ce qu'on fait sur le cyber fait partie de l'essentiel qui a été conservé. Donc, il y a une vraie volonté, une vraie ambition du ministère de l'Intérieur de suivre ces sujets. Et donc, le dépôt de plainte va leur permettre aussi d'activer les services qui vont développer pour traiter ça. Oui, juste une remarque et une question rapide. La remarque, c'est sur, vous parliez de solvabilité 2 et des rapports ORSA. C'est marrant parce qu'il y a un parallélisme là encore entre RSSI et assureurs, puisqu'on voit de plus en plus de comités exécutifs qui demandent à leur RSSI de faire du reporting sur des value at risk, etc. Et la question est plutôt sur de l'assurance qu'on pourrait appeler affinitaire en cyber, c'est-à-dire on voit de plus en plus de prestataires IT, enfin de plus en plus c'est encore rare, mais typiquement cloud, qui vont assurer un risque d'indisponibilité de leur service cloud. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une partie de la solution d'engager la responsabilité des prestataires IT ou cyber sur une défaillance de leur part avec une assurance derrière en cas d'incident? Et je veux bien la vision RSSI et assureur là-dessus, si possible. Alors, moi, je pense que ça peut y contribuer. Ce sera une brique de l'édifice. Voilà, c'est ma réponse. Oui, je confirme. En fait, lorsqu'on contracte avec un sous-traitant pour une prestation de service, majoritairement, quand vous avez des données hébergées, par exemple, dans un cloud, eh bien, on lui demande un questionnaire de qualité et de s'assurer qu'effectivement, la politique sécurité qu'on a définie au sein de l'entreprise soit aussi appliquée par ce partenaire, de façon à ce qu'il y ait le même niveau de service. Et donc, l'idée de fond, c'est aussi de s'assurer que lui aussi, il est couvert par une assurance. On ne sait jamais qu'un risque systémique puisse endommager nos données in fine. Finalement, l'assurance affinitaire a du bon. L'assurance cyber a du bon. Oui, peut-être pas pour nous, mais oui. Non, mais je veux dire, d'abord, je parlais comme mon nom, hein, je ne parle pas au nom du Césin, mais sur le fond, en fait, on s'aperçoit que ce lobbying qui arrive aujourd'hui des cyberassurances dans un métier que nous, on essayait de faire grandir, a des côtés négatifs que j'ai remarqués, mais effectivement, il y a aussi des côtés positifs parce que ça met en évidence le fait que on a besoin de réduire nos risques, on a besoin d'avoir des ressources pour pouvoir réduire nos risques. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ça a des côtés positifs, parce que c'est une note positive pour finir cette séance. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus nous avoir suivis à distance. Le prochain petit déjeuner aura lieu le 20 octobre au même endroit sur les technologies de déception. Donc, on vous attend nombreux le 20 octobre prochain. Et merci encore à nos 4 intervenants pour ces débats denses et mouvementés.